Depuis le début, moi, je suis pas du tout fan de ce télétravail. Qu'est-ce qui se passe à la maison quand tu es en caleçon dans ta cuisine avec ton ordi ouvert? Donc, j'ai jamais cru à ce concept. Il faut miser sur le quotidien des collaborateurs. Le salaire ne suffit plus. Tu t'aperçois que les collaborateurs, ils sont super heureux. Ils viennent plus tôt parce que le petit-déj est fou. Ils retrouvent leurs collègues qui sont devenus des potes. Il y a cette ambiance de travail qui n'en est plus une. Comment c'est possible que les gens payent leur café au bureau? Il s'est peut-être levé à 6h du mat. Attends, le mec qui vient dans sa boîte. Les trucs que tu fais quand tu reçois quelqu'un chez toi, il peut te servir un café. Si on considère qu'un salarié à soi, il vaut pas 1 € par jour, franchement, c'est un peu triste. Bienvenue dans le podcast de Juste à Temps, je suis Anna et aujourd'hui on va parler d'un sujet fondamental, le bien-être et l'expérience des collaborateurs au bureau. J'accueille un invité exceptionnel, Didier Riahi, qui est le président de la société Juste à Temps. Bonjour Didier. Bonjour Anna. Est-ce que tu peux me parler pour commencer de ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait comme études et qu'est-ce qui t'a amené à devenir un entrepreneur? Alors, moi, j'ai fait une grande école de commerce et très vite, j'ai compris que je voulais être entrepreneur pour la liberté d'entreprendre, pour la volonté de faire vraiment ce qu'on a envie. Et donc, très vite, c'est devenu une obsession. Donc, j'ai monté une première boîte en 1998, ça date un peu, un gros site internet de fourniture de bureaux qui s'appelait welcomeoffice.com. Et qui a été le plus gros site de vente B2B français sur le web. Voilà, une aventure qui a duré jusqu'en 2012. Qui était très novateur à l'époque puisque les fournitures de bureau n'étaient pas vendues en ligne, n'est-ce pas? C'était un vieux métier qu'on a un peu renouvelé par le mode de vente et donc le e-commerce qui n'existait pas du tout puisqu'en 1998, en réalité, Google n'existait pas. Et donc, on a vraiment tenté cette approche très vite et bon, ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde commande tout sur le web. Justement, tu parles de Welcome Office. Donc, avant Juste à Temps, tu as monté une entreprise qui était déjà liée au service aux collaborateurs au bureau. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce secteur-là? Pourquoi tu as choisi ce secteur pour créer deux entreprises? Bon, moi, j'ai toujours aimé le secteur de l'entreprise. C'est-à-dire que j'aime bien le rapport d'entreprise à entreprise. Donc, le B2B, ça me plaît. Je suis moins fait pour le retail. Et donc, je crois que ça s'est fait assez naturellement. Après, il y a toujours un concours de circonstances. Mais j'ai pas nécessairement choisi d'aller dans le B2B, mais c'est vrai que le rapport à l'entreprise me plaît. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à monter Juste à Temps? Alors, tu l'as pas vraiment fondé. Est-ce que tu peux raconter un peu comment tu es arrivé chez Juste à Temps et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à cette entreprise pour la développer? Alors, quand j'ai décidé d'arrêter, enfin de quitter le groupe Raja qui avait racheté Welcome Office, en fait, je m'étais aperçu que pendant les 14 années que j'avais passées dans Welcome Office, j'avais rencontré énormément de gens qui étaient sur le web. Et donc, c'était des gens très différents de ce qu'on voyait avant dans l'univers professionnel, c'est-à-dire que dans les années 90 et même au début des années 2000, les gens étaient en costard-cravate, il y avait un respect de l'entreprise, il y avait des codes très marqués et le web a un peu changé tout ça. C'est-à-dire que, sans m'en rendre compte, j'ai vu des gens évoluer avec des casques sur les oreilles, des baby-foot dans les boîtes, ils mangeaient à pas d'heure, ils étaient sur des canapés, ils jouaient à la PlayStation, et pour autant, la productivité et l'adhésion et l'amour de leur boîte n'en étaient pas affectés. Et moi, je m'en suis pas rendu compte, c'est juste que j'ai passé ces 14 années auprès de toutes ces boîtes, toute cette tech qui était en ébullition. Et quand j'ai décidé de repartir vers l'entrepreneuriat, donc en 2012, je me suis dit, tiens, dans quel secteur je pourrais remonter une boîte? Et je me suis dit, finalement, toutes ces boîtes que j'ai vues évoluer avec un nouveau style, qu'on appelait la Google Attitude, il n'y a pas d'entreprise qui peut les accompagner, c'est-à-dire celle qui veut un baby-foot, celle qui veut des canapés, des PlayStation, des cafés, des thés au bureau, des boissons un peu sympas, de la food, ça n'existait pas.
Et donc, j'avais évolué dans le secteur des fournitures de bureau. J'ai fait un catalogue de fournitures food au travail, en vraiment mettant en avant cette nouvelle façon de travailler pour les salariés. Quand je vais en rendez-vous avec des commerciaux, ils racontent une histoire, je voulais savoir si c'était vrai. Ils racontent toujours, un jour, notre président est parti à New York et a été chez Google et a vu ce qui s'y passait. C'est une vraie histoire ou c'est du Ouais, storytelling? Raconte-nous un peu non, comment ça s'est passé. c'est une vraie histoire. Au moment où je décide d'aller dans cette voie, je me dis, bon, je vais quand même aller regarder ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces entreprises qui sont très dotées de produits toute la journée pour les boîtes. Et Et en donc, avance sur leur et temps. en Ouais. avance manifestement sur leur temps. Donc, je contacte une dizaine de boîtes américaines et je dis, je vais venir à New York, j'aimerais que vous me fassiez visiter vos locaux parce que je veux monter un acteur en France qui va faire ça. Et donc, très gentiment, ces boîtes, dont Google, me disent, venez, voilà, vous êtes le bienvenu, on vous fera le tour des locaux. Donc, j'arrive chez Google, à New York. On était en quelle année? Ouais, je pense qu'on est en 2012, là. 2012-2013. Donc, ils me font faire le tour des bureaux ultra impressionnants. Je vois une salle de Lego, mais énorme, de 300 mètres carrés, où les collaborateurs peuvent rentrer, se détendre, monter des trucs de Lego. Je vois des salles entières de tables de ping-pong. Et puis surtout, ceux qui me font la visite m'expliquent que, alors eux, ils comptent en nombre de pas, de feet. Et donc, je crois que c'est l'équivalent de tous les 70 mètres. Il faut qu'il y ait une tisanerie. Donc, ça veut dire qu'un collaborateur ne peut pas marcher plus que 70 mètres. Parce que bon, 70 mètres pour eux, c'est pas beaucoup, hein, parce que c'était des énormes bureaux dans Manhattan. Et il t'explique que tous les 70 mètres, il faut qu'un collaborateur trouve tout de suite tout ce qu'il a envie de boire, de manger, de grignoter. Donc ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, waouh! Et après, ils m'ont amené dans plein de salles un peu type coworking où les gens travaillent et en même temps sont servis par des chefs de tout type de food, de 6 heures du matin à minuit. En fait, tu t'aperçois que les collaborateurs, ils sont super heureux. Que limite, ils viennent plus tôt parce que le petit-déj est fou, parce que ils retrouvent leurs collègues qui sont devenus des potes, et que il y a cette ambiance de travail qui n'en est plus une. Au fond, les gens sont là la journée parce que ils passent un super moment tout en travaillant. C'est ça qui était en marche. C'est que avant, on avait un peu un, un salarié, c'était un soldat, quoi. Un soldat pour la boîte. Il devait respecter un certain nombre de trucs, s'habiller d'une certaine façon, avoir des horaires ultra précis, pas manger au travail, pas se lever, Il y avait des salles de sieste. Donc, quand t'es pas bien, tu peux te mettre dans des box où tu te reposes, où tu te revigores. C'est quand même génial. Et à ce moment-là, tu pars de ce voyage-là. C'est quoi ton ambition pour Juste à temps? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, je rentre là, qu'est-ce que je vais faire de cette boîte? Je vais monter ce catalogue produit où je vais me dire, je me pose, je me dis, voilà, quels sont les produits dont peuvent avoir besoin les entreprises en 24 heures pour tout de suite habiller leur salle de food, leur tisanerie. Et je constitue voilà, une liste de produits de 1000 références. Mon objectif, c'est vraiment de me dire, il faut que j'aille voir toutes les boîtes et que je leur raconte que maintenant, la façon de travailler a changé et qu'il faut miser sur le quotidien des collaborateurs et que le salaire ne suffit plus pour faire venir, pour créer une osmose, pour créer une envie voilà, d'être là tous ensemble. Et à ce moment-là, tu es entendu, tu es écouté ou tu te heurtes à des clients qui ne sont pas dans le changement? Comment ça se passe? C'est une très bonne question, Anna. Je te remercie. Au départ, tout le monde me dit, ça va, les bureaux, c'est pas le Club Med, hein, ce que tu crois, ça va jamais se faire. Mais souvent, quand on est entrepreneur, on a une vision et bien souvent, quand on a cette vision et qu'on est certain d'avoir raison, on va au bout de ses idées. Et il n'y a rien qui peut te faire dévier de ton cap parce que tu sais que tu as raison. Et en fait, dans cette conviction, tu embarques du monde avec toi
Et donc ce fameux Club Med qu'on décrivait comme étant un truc qui n'arriverait jamais dans les boîtes, en réalité, il s'est imposé assez facilement parce que les boîtes ont adhéré. Alors au début, on a vu les boîtes plutôt anglo-saxonnes, qui étaient déjà picousées par cette idée. Et puis, ça a infusé parce que quand tu commences à avoir à Paris ou sur le marché du travail des gens qui ont accès à ces solutions au quotidien, ils en parlent. Et puis du coup, un autre salarié d'une autre boîte, il dit hey, mais t'as vu chez Truc, il y a ça, 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 et nous on n'a pas, et pourquoi on n'a pas, et puis ça devient un must-have. Bien sûr. Et donc là, tu parles 2013, 2015, 2018, 2019, le Covid. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment cet événement-là a impacté le travail? Alors déjà, ça a impacté l'entreprise elle-même. Puisque tous les bureaux étaient fermés, donc ça veut dire que tous nos clients étaient fermés, donc on se retrouve dans une incapacité administrative de fonctionner, puis il y a un décret qui sort et qu'on dit qu'on n'a plus le droit d'aller au bureau. Donc déjà, ça impacte l'entrepreneur que je suis et de se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Parce qu'on ne sait pas à ce moment-là que le Covid va s'arrêter, que peut-être ce sera qu'une parenthèse. Donc déjà, en tant qu'entrepreneur, ça t'alerte sur le fait, ce que je n'avais jamais ressenti ni vécu, que tu as une menace existentielle sur ce que tu as créé. Et alors que tu l'as créé depuis de nombreuses années, que ça te paraît hyper solide parce que tu as plein de clients, plein de commandes, plein de gens satisfaits, que tout d'un coup, c'est zéro. Ensuite, ça a modifié, pour le coup, globalement de façon macro, la façon de travailler, parce que les gens sont mis à utiliser Teams, et donc toutes ces visios qui sont installées profondément jusqu'à devenir du télétravail. Et ça a impacté, pour le coup, après le Covid, notre activité. Une autre façon de travailler s'est introduite, qu'il n'y avait pas avant, et donc qui a aussi un peu menacé notre positionnement, puisque nous, finalement, plus les gens sont au bureau, plus ça marche. Justement, je sais que tu n'es pas un gros fan du télétravail, mais aussi c'est dû à l'activité même de Juste-à-temps aujourd'hui. Pourquoi tu n'es justement pas fan du télétravail et qu'est-ce qui donne envie, selon toi, aux salariés de revenir au bureau? Comment une entreprise, elle peut agir sur ce télétravail? Tu as raison. Depuis le début, moi, je ne suis pas du tout fan de ce télétravail parce que d'abord, il faut être un peu lucide quand même sur qu'est-ce qui se passe à la maison quand tu es en caleçon dans ta cuisine avec ton ordi ouvert. Alors, pas tout le monde, Didier. Ok, il y en a qui sont pas dans la cuisine, il y en a qui sont dans le salon, mais ils sont en caleçon. Donc, c'est vrai que j'ai déjà un petit peu de mal avec ça. Ok, on le savait, voilà. C'est bien de le repréciser. Et après, moi, je pense que, et c'est pour ça que j'ai créé Juste-à-temps, je pense que c'est magnifique de travailler en équipe. C'est magnifique d'avoir ses collaborateurs, d'avoir des gens, une osmose, une implication, des défis quotidiens avec les personnes avec qui tu travailles. De manager des équipes, c'est très compliqué à distance. Donc, j'ai jamais cru, en réalité, à ce concept, hormis le fait que, oui, quand ça dépanne, c'est-à-dire, ok, mardi, t'as Darty qui vient à la maison, donc tu te mets en télétravail. Bon, d'accord, parce que c'est vrai que ça peut aussi te permettre de combler à un moment où t'as besoin, un enfant malade, un truc, voilà. Mais que ça devienne institutionnel, qu'on vienne nous raconter qu'on est productif et qu'on crée quelque chose en étant toute la semaine chez soi, même 3 jours par semaine, même 2, même 1, moi personnellement, j'y crois pas du tout et je l'ai dit depuis le début et maintenant on se rend compte, puisque tu le sais mieux que moi, les entreprises demandent à leurs salariés de revenir au travail, je veux dire au bureau. Alors, tu vois ce lapsus, voilà. Les entreprises demandent à leurs salariés de revenir au travail. Voilà. Et justement, comment les entreprises elles peuvent agir pour que leurs collaborateurs reviennent au bureau? Est-ce que tu penses foncièrement que ça passe évidemment par des services de convivialité, etc. Mais est-ce que tu en es persuadé? Et comment elles peuvent faire si on doit leur donner des tips? Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour justement faire revenir leurs collaborateurs au bureau? N'oublions pas d'abord que le télétravail s'est beaucoup installé le lundi et le vendredi, comme par hasard. Donc, il y a
dans les actions que peuvent mettre en place les boîtes, c'est des actions qui concernent le lundi et le vendredi beaucoup. Et donc ça veut dire que plus on va mettre à disposition des produits ou des services ou des events le lundi et le vendredi, puis on va donner envie à nos collaborateurs de revenir sur le lieu de travail ces jours-là. Et une fois qu'ils sont là lundi et vendredi, nécessairement ils viennent mardi, mercredi, jeudi. Donc effectivement, je pense que ce qui se passe à l'intérieur des bureaux compte énormément pour faire revenir les salariés, leur donner envie, quand ils ont toujours cette liberté de pouvoir rester chez eux. Et après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a maintenant des méthodes coercitives qui sont imposées par les boîtes qui leur disent maintenant le télétravail, la fête est finie, quoi. Et donc là, ils reviennent de fait au bureau pour retravailler. Le slogan historique de Juste à temps, c'est numéro 1 de la convivialité au bureau. On parle plus de convivialité aujourd'hui, on parle d'hospitality au bureau. C'est quoi ta vision sur ce phénomène justement d'hospitality dans les bureaux? Très fort, parce que c'est ce que je t'aurais dit naturellement. Tu veux faire les questions du coup? Ouais, et les réponses. Et donc, je pense qu'effectivement, la convivialité, elle a basculé vers l'hospitality parce que ce qu'attendent les entreprises, c'est plus que de la convivialité. Maintenant, c'est un vrai service hôtelier à l'intérieur des locaux. Et donc, on voit de plus en plus de bureaux opérés, c'est-à-dire de bureaux dont on ne met pas à disposition des mètres carrés bruts, mais au contraire, des mètres carrés serviciels. Et du coup, pour attirer un nouveau locataire, on va lui dire, regarde, toi, tu vas t'occuper que de ton boulot et nous, on va s'occuper de tout le reste, à savoir ce qu'on a dit, les tisaneries, les produits livrés, l'ambiance, les services adaptés à ton confort quotidien. Et donc là, je pense que Juste à temps doit suivre ce mouvement et puis, comme toujours, impulser quelque chose de novateur là-dedans. Et j'allais justement te demander, c'est quoi ta vision pour Juste à temps pour les prochaines années? C'est quoi le chemin que Juste à temps doit prendre? Anna, j'espère que toi aussi tu as une vision, ce qui J'en ai une m'aidera aussi. à améliorer la mienne. Oui, ma vision, c'est qu'effectivement, il faut avoir une offre qui s'élargisse un peu plus que ce qu'on fait et qui permette vraiment de décharger les entreprises de beaucoup de tâches qui, au final, sont difficiles à résoudre par les office managers, parce que au quotidien, elle ne voit qu'une seule entreprise, alors que nous, on en voit 2000. Et donc, on voit tout ce qui se fait, les best practices, etc. Et donc, c'est d'aller voir tous ces clients, leur raconter ce qui se passe à côté, leur raconter ce qu'on sait faire, comment on peut améliorer le quotidien de leur boîte. Et je pense que ce sera notamment ça notre défi. Mais je suis ravi d'écouter également ta vision, puisque tu en as une. Mais on t'interviewe aujourd'hui, donc on va garder ça pour une prochaine fois. Et plus globalement, sur l'expérience collaborateur au bureau, c'est quoi les bureaux de demain, en fait? Est-ce que tu as une vision là-dessus? Est-ce que tu penses qu'on peut encore innover sur des choses? Et si oui, quoi? Moi, j'avais vraiment un leitmotiv quand j'ai monté Juste à temps, et c'est ce que je t'ai pas dit tout à l'heure. Je me suis toujours dit, comment c'est possible que les gens payent leur café au bureau? C'est vrai que tu remarques, souvent tu vas dans les boîtes, puis tu vois un mec qui sort sa pièce et qui va mettre dans la machine et qui va chercher Caméra, un gobelet. café. Ouais, alors qu'il s'est peut-être levé à 6 heures du mat, que son salaire, c'est peut-être un SMIC ou un SMIC plus. J'ai dit, attends, le mec, il vient dans sa boîte. Je sais pas, le premier truc que tu fais quand tu reçois quelqu'un chez toi, c'est la phrase clé, c'est je peux te servir un café. Comment l'entreprise n'a pas mis ça dans ses gènes, dans son ADN? Avant d'aller voir ce qui se fait de encore mieux chez les clients qui font déjà beaucoup, moi je dis souvent, mais déjà si on arrive à donner un petit peu à 90% des autres boîtes qu'on n'adresse pas, parce que ça reste quand même un peu scandaleux qu'une personne paye son café au bureau. J'ajoute, sans faire de démagogie, que les personnes qui payent leur café au bureau, c'est pas souvent La direction? Bah oui, c'est évidemment que on sait très bien que c'est en plus inégalitaire. Hein. Donc c'est dans les entrepôts, tu es un ouvrier ou un logisticien, tu payes ton café. Donc moi je pense que c'est ça qu'il faut démocratiser. C'est déjà de dire, si déjà tu mets le café gratuit pour tout le monde au bureau, tu fais déjà une
première étape. Et après, tu rajoutes les fruits au bureau, un jus. Ce serait assez naturel que chaque salarié qui arrive au travail, il ait le droit à un fruit, un jus, une madeleine, un café, un thé, offert par l'entreprise. On parle quand même, Anna, de 1 € par jour et par salarié. Donc, si on considère qu'un salarié à soi, il vaut pas 1 € par jour, franchement, c'est un peu triste. Et comment tu vois les innovations sur cette partie servicielle au bureau? Est-ce qu'il y a quelque chose, selon toi, là, dans les prochaines années, qui peut venir mettre de l'innovation dans ces services-là? Ou est-ce que c'est déjà en cours et... Non, je pense que tu as parlé d'hospitality et que je crois que c'est l'innovation, elle va venir de là. Il y a une forme aussi peut-être de digitalisation qui peut s'opérer, de mesure de quel est l'impact exact de cette convivialité et d'hospitality au sein des boîtes. Mais moi, je pense que la vraie innovation, elle est sur la mécanique vraiment d'infusion, de diffusion de cette façon de travailler à l'ensemble des boîtes en France qui, je crois, pour beaucoup, sont en retard encore. Et je pense que tant que le café sera payant en entreprise, on n'aura pas encore fini notre tâche. Et ça reste un très très gros pourcentage majoritaire en France, ce qui pour moi est quand même très très curieux. Et peut-être un jour que ça pourrait devenir aussi légal d'avoir un café offert dans les Bah entreprises. oui, tu sais que ce qui est normalement imposé par la loi, c'est de l'eau, et encore de l'eau potable, hein. On ne parle pas d'eau minérale, on parle d'eau potable, c'est-à-dire un robinet ouvert. Bon, je trouve quand même que franchement, en 2026, de dire que la seule obligation pour une entreprise, c'est d'avoir un robinet d'eau à disposition des salariés si jamais ils ont un peu soif, bon, je trouve que c'est un peu court. Un peu limité, ouais. Ouais, ouais. En effet. J'aimerais bien qu'on parle un peu de RSE. C'est quoi ta vision justement sur la RSE dans les entreprises aujourd'hui depuis que tu as du coup développé Juste à Temps? Comment tu as vu les choses évoluer, même les demandes au niveau des clients sur cette partie-là? Bah, c'est vrai que ça a été une préoccupation depuis le début majeure parce que d'abord, nous, on a un rôle sociétal. Donc, tu sais que dans RSE, il y a cet aspect sociétal et donc très important. Donc déjà, le fait qu'une entreprise s'intéresse à ses salariés et améliore leur quotidien et leur confort, c'est déjà un grand axe de RSE. Après, tu as des entreprises qui demandent, dans la composition des produits et dans les emballages, d'améliorer un peu l'offre que nous avons. Et donc, typiquement, on a vu les fontaines à eau arriver, on a vu les machines à café grain remplacer les capsules, on a vu les bouteilles en verre se substituer aux bouteilles en plastique. Donc, il y a quand même un énorme effort qui est fait par notre environnement fournisseur pour réduire l'impact carbone de tous les produits qu'on met à disposition. Ouais, si tu rajoutes par-dessus que tu vas les livrer en véhicule électrique, je pense que déjà c'est un gros effort qui est fait et qui franchement se mesure. D'abord ça se mesure parce que nous on le fait mesurer grâce à nos Certification, entre autres. voilà, EcoVadis et Bicorp, j'espère. Bien sûr, très prochainement. Voilà, mais c'est vrai que les entreprises sont en attente de ça, mais les fournisseurs sont, je trouve, assez innovants. Il y a le vrac qui fonctionne aussi, la réutilisation de plein de choses. On parle des tasses, des gourdes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et qui sont vraiment positives. Tout à l'heure, on parlait de data et de KPIs. J'ai reçu donc quelques personnes à ta place que j'ai interviewées justement sur ce sujet. Et il y a quand même un truc qui revient, c'est que on a du mal à mesurer ces services offerts aux collaborateurs au bureau et qu'est-ce que ça engendre sur justement des thématiques telles que le retour au bureau, toutes les notions de productivité, rétention des collaborateurs, attractivité. Comment tu vois les choses là-dessus évoluer? Bon, déjà, je te donnais un chiffre tout à l'heure pour de KPI clair. Quand je parle de 1 € par jour et par salarié, bon, voilà, au moins on sait déjà ce que ça coûte de faire une full convivialité
au travail et on sait ce qu'on a pour 1 €. Voilà, on peut avoir 2-3 cafés par jour, une madeleine, un jus, un fruit. Donc ça, déjà, ça se mesure. Au moins, on sait ce que ça coûte. Après, ce que ça produit, oui, tu as raison, on pourrait comptabiliser le nombre de jours de télétravail qui sont faits par les collaborateurs dans les entreprises. Ça, c'est plus aux entreprises, je pense, de le compter. Et après, il y a des questionnaires, il y a des boîtes qui s'occupent de calculer la satisfaction des collaborateurs et donc une forme de bien-être au travail. Après, n'oublions pas que nous, on n'a jamais eu la prétention chez Juste-à-temps de vouloir aller plus loin que ce qu'on fait. Moi, par exemple, j'ai jamais voulu parler de bien-être au travail parce que le bien-être au travail, c'est quand même beaucoup plus global que la partie hospitality ou convivialité. Là, on parle de méthode de management, on parle de formation, on parle de vision, on parle de chaque entreprise a ses méthodes et donc peut générer ou pas un bien-être en dehors de l'aspect hospitality, conviviality. Mais ça reste un must-have, notre pack Juste-à-temps, c'est un must-have nécessaire pour améliorer les choses. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette période du Covid ? Donc tu nous as parlé de ce qui s'est passé, de l'évolution des mentalités sur le travail à ce moment-là et même en pratique dans les bureaux. Je sais que vous avez apporté un nouveau service aux entreprises, mais comment vous avez réagi à cette période-là ? C'est vrai qu'on a été un peu surpris, on en a parlé tout à l'heure, soudainement par cet arrêt brutal du travail et on voyait bien qu'il y avait un besoin très élevé d'accompagner les pouvoirs publics pour remettre les gens dans les entreprises et notamment par les gestes barrières qui étaient donc les masques, les gels et les autres accessoires. Tu te rappelles les vides qu'on mettait entre chaque collaborateur, parfois des charlottes. Il y avait tout un tas de produits qui étaient nécessaires pour la reprise du travail. Mais au départ, la France manquait de masques et donc il y avait une réquisition qui était faite pour les hôpitaux, pour les services publics et pour les malades. Et donc, il était hors de question que les entreprises, en premier lieu, en bénéficient. Ce qu'il a fallu, c'est convaincre les pouvoirs publics que pour accélérer l'arrivée des produits barrières sur le marché, il fallait compter sur les entrepreneurs. Très vite, moi, j'ai pensé que notre boulot, c'était de faire ça et qu'il fallait, puisqu'on avait, on avait des équipes qui étaient pleinement mobilisées mais arrêtées et qui pouvaient nous aider au quotidien à aller chercher ces produits qui manquaient, donc les masques. On a été très très vite un acteur référent sur le marché français pour apporter aux entreprises tous ces masques qui manquaient en France. Notre volonté, ça a été de mettre tous les hommes et femmes à disposition presque du gouvernement, parce que c'est ce qu'on a fait au final, puisqu'on a été dans la cellule masque de Bercy et qu'on a fait venir des avions entiers, le pont aérien entre la Chine et nous, pour faire venir tous ces masques en centaines de millions. Là, tu passes vite sur le sujet, mais concrètement, vous avez été chercher un avion, chercher des usines en Chine. Ouais. Est-ce que tu peux juste en parler? Parce que c'est une histoire un peu folle. C'est vrai que c'était complètement dingue. On s'est mis en quête de faire ce job parce qu'on s'ennuyait et qu'en plus, on avait cette conviction de pouvoir aider. Je te rappelle qu'on a même fait aussi à l'époque, je me rappelle, les petits déjeuners offerts aux hôpitaux. On s'embêtait tellement que le matin, on avait 1000 références de produits qui allaient arriver à des DLC à 2 mois, 3 mois. Donc, il fallait, autant que faire se peut, les donner. Et donc, on livrait tous les matins. Nos camions, ils partaient, livraient des hôpitaux gratuitement pour tous les malades et tous les soignants qu'on te rappelle qu'on applaudissait à 20h, etc. Il y avait quand même dans cette France un moment d'entraide très fort, très forte et chacun faisait beaucoup avec ses moyens. Et donc nous, on avait ça, mais on avait aussi cette volonté très forte de faire venir ces masques qui manquaient cruellement. C'est vrai que ça a été long, ça a été chargé en émotions, mais
on a été la boîte qui a créé les ponts aériens entre la Chine et la France, grâce à une épopée assez fantastique de d'un certain nombre de personnes qu'on avait reconnectées qui étaient en Chine à cette époque, qui ne pouvaient pas se déplacer, hein, et qui étaient soit des anciens camarades de mes promos ou qui étaient basés à Shenzhen qu'on connaissait, qui étaient les Français installés à l'étranger et qui nous ont aidés à sillonner la Chine pendant que nous on était en France et confinés, et puis trouver toutes ces usines qui pouvaient produire et fabriquer et envoyer ces masques en France. Mais c'était très compliqué parce qu'il y avait des normes, parce que les Chinois, ils demandent que tout soit payé avant. Donc, il faut envoyer des millions d'euros en avance à des usines qu'on ne connaît pas. Mais voilà, de concert avec les pouvoirs publics, on a quand même réussi à faire venir des centaines de millions de masques et de les vendre sur le marché français avec un prix fixé par l'État. Incroyable expérience. Incroyable expérience. Et c'est vrai que tu as participé à tout ça à la fin et que il y avait beaucoup d'adrénaline, quoi. C'est ça qui était sympa. C'était nuit et jour parce que la Chine est ouverte la nuit. Enfin, la nuit pour nous, puisqu'on a 12 heures quasiment d'écart en termes d'horaire. Et donc, on avait notre journée. Et puis après, à partir de 22 heures, il fallait se connecter avec les usines pour retravailler 12 heures. Donc, on était en permanence sur le front. C'était assez fou. Et j'en parle parce que c'est un lien avec l'ADN de Juste à Temps, cette agilité, ce besoin, cette volonté de répondre tout le temps aux besoins des entreprises pour leurs collaborateurs. Et là, ce besoin, il était indispensable pour les faire revenir, d'avoir des masques sur place. Et donc, c'est un lien. Et si maintenant on parle un peu de ce que tu as pu développer chez Juste à Temps, enfin, est-ce que tu te rappelles d'une demande un peu folle d'une entreprise ou d'un projet un peu fou que vous aviez dû développer? Donc, il y a ces masques, évidemment, mais une entreprise qui vous aurait challengé sur un projet un peu soit fou, soit innovant, qu'on a dû développer chez Juste à Temps. Quand tu me parles, là, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à une seule chose. C'est ce combat, entre guillemets, qu'on a mené contre Nespresso, puisqu'au départ, quand on a créé Juste à Temps, toutes les boîtes étaient un peu haut de gamme qu'on adressait, étaient équipées chez Nespresso. Et donc, nous, on disait, mais attendez, on va vous proposer un café différent. Et toutes les boîtes disaient, ah non, mais nous, on est chez Nespresso, c'est super. Là où on a innové, c'est qu'on a réussi à démontrer que le café en grains était en réalité beaucoup plus écologique, beaucoup plus économique et bien meilleur à la fois pour la santé et pour le goût. Ça nous a pris du temps, mais c'est vrai que quand on a réussi à percer cette espèce de conviction que Nespresso c'est le haut de gamme et que donc il n'y a rien qui peut le remplacer, on a fini par placer des centaines et des centaines de machines à grains dans les entreprises. Et pour moi, c'est un peu ce même phénomène tout d'un coup de traînée de poudre fulgurant qui s'est opéré. Et aujourd'hui, si tu regardes, je pense, sur le marché, le café grain c'est de nouveau installé comme étant Un must-have. un must-have et à mon avis en part de marché très important, alors que ça n'existait quasiment pas. Avec une image RSE quand même beaucoup plus forte que Nespresso aujourd'hui. Et je pense que c'est ça la grosse innovation qui s'est installée dans notre secteur. Donc là, tu nous parles de machines à café en grains. Il s'est aussi passé des choses, une évolution sur la partie eau. Tu peux nous en parler? Tu as parlé des fontaines tout à l'heure, on est passé rapidement dessus. C'est quand même, aujourd'hui, on parle de must-have, mais vraiment, des bureaux sans fontaine, ça n'existe plus, et heureusement. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? On a les machines à grains dans le café qui se sont installées dans les bureaux pour améliorer l'empreinte carbone et l'écologie et beaucoup d'améliorations sur le café. Il y a eu aussi un départ un peu identique sur l'eau. Donc les boîtes se sont dit, ah tiens, finalement, est-ce qu'on n'installerait pas des fontaines à eau pour limiter les bouteilles en plastique, pour bouteilles en plastique qui sont devenues interdites dans les bureaux. Ouais, alors
et pour privilégier les contenants réutilisables. J'ai trouvé que c'était une jolie avancée pour modifier le mode de consommation. Néanmoins, je trouve que là encore, nos fournisseurs sont très innovants et qu'ils réussissent à démontrer que en faisant de l'empreinte carbone zéro au global dans leur organisation, ils pouvaient continuer et on peut continuer à livrer des bouteilles d'eau dans les boîtes. Alors c'est du verre perdu, c'est du verre consigné, c'est du Tetra Pak. Enfin bon, il y a énormément d'innovations qui sont mises en place sur la qualité de l'emballage, hein, même le PET 100% recyclable et même, on le voit, des boîtes qui sont devenues Bicorp. Ça veut dire que en fait, il y a quand même un combat dans notre secteur pour l'écologie et qui rend malgré tout euh, toutes ces bouteilles qu'on livre aux collaborateurs parfaitement compatibles avec un RSE haut de gamme. Cette bouteille d'eau qui est beaucoup mis en avant, parfois critiquée sur le lieu de travail, il faut voir ce que la bouteille d'eau a apporté quand même globalement dans le monde, quoi. C'est-à-dire que tu as quand même des pays où l'accès à l'eau potable était difficile, tu as une sécurité sanitaire, si tu as un problème dans les eaux publiques, tu as quand même cette capacité de pouvoir t'hydrater avec une eau minérale, tu as des vertus. Donc moi, je reste mesuré sur cette avancée des fontaines, pour lequel on sait qu'il y a quand même aussi des vrais soucis de bactérisation. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une étude qui se lance, là, qu'on aille chercher 100 ou 200 gourdes de collaborateurs et qu'on aille les amener dans un labo et qu'on regarde ce qu'il y a dedans vraiment au bout de 15 jours, 30 jours, parce que tout le monde ne les lave pas. Je suis pas certain qu'à la fin, il y ait une amélioration substantielle de l'empreinte RSE par ce système. Et de la qualité de l'eau qu'on boit, du coup. Alors là, j'en parle pas. Et justement, tu parles de débactérisation. On a parlé de services, de produits. Aujourd'hui, sans faire la promo de Juste-à-temps, mais quand même, on a mis en place une excellence au niveau opérationnel et serviciel. Comment c'est venu cette volonté d'apporter plus de services? Quand je suis arrivée chez Juste-à-temps, on disait beaucoup, on va jusqu'à ranger les produits dans vos frigos. Est-ce que c'est quelque chose qui a été apporté par les clients? Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu mettre en place directement? Comment c'est venu ça? C'est vrai que c'est l'ADN de Juste-à-temps, c'est le service. Et que dès le début, moi, dans mon ancien métier, qui était donc les fournitures de bureau, on livrait très mal. On livrait très mal parce qu'en fait, on livrait des cartons de colis de fournitures de bureau à l'accueil et que les clients se plaignaient beaucoup, qu'il fallait les prendre. Il y avait les ramettes de papier qui pesaient beaucoup. Et les filles qui recevaient ces colis, il fallait qu'elles les montent à l'étage, qu'elles les rangent dans les placards, etc. Mais c'était comme ça. Et quand j'ai monté Juste-à-temps, je me suis dit, oula, les ramettes, c'est nos bouteilles d'eau à nous. Il faut pas qu'on laisse les gens avoir à nouveau ce fardeau à porter. Et donc, il faut qu'on apporte un service. D'abord, j'ai voulu intégrer la logistique, là où avant, elle n'était pas intégrée. Ça veut dire avoir nos propres équipes qui soient formées à la convivialité, parce que on disait, nous, chez Juste-à-temps, on livre avec le sourire. Et donc, on livre, on range, on monte dans les placards, on dépaletise, on laisse rien à l'accueil, on nettoie, on débarrasse. Pour moi, vu la qualité des clients qu'on a et leur niveau d'exigence, il fallait qu'ils aient un partenaire, parce que là, on ne parle plus de fournisseur, hein, c'est vraiment un partenaire qui ait ce niveau d'exigence élevé pour eux. Donc, effectivement, ça va jusqu'à détartrer les machines au quotidien, débactériser les fontaines, ranger dans les placards, monter les marches, descendre les marches. Voilà, donc c'est vrai que le service, ça a toujours été notre ADN. Et c'est clé aujourd'hui pour toi, pour les entreprises. Ouais. Et puis moi, je suis fier d'avoir chez nous des logisticiens qui adhèrent à nos valeurs, qui représentent notre marque chez les clients, parce que ceux qui sont toute la journée chez eux, c'est quand même nos livreurs. C'est nos préparateurs qui, avant, vérifient que chaque colis comporte exactement ce qu'a commandé le client. Et je trouve qu'être
voilà, une entreprise logistique, de service. Ouais, je trouve que pour eux et pour nous, c'est beaucoup de fierté parce que, voilà, on sait comme c'est difficile et on sait comme c'est peu valorisé parfois. Mais nous, on a voulu, être, cette boîte, qui emmène tout le monde, quoi. Voilà, des super commerciaux, au market, jusque les gens dans la logistique. Merci Didier. Merci C'était Anna. fort intéressant. C'était Anna dans le podcast Juste à temps. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode.